a forcément défilé avec la CGT hier et les premiers jours de grève. On ne défile pas avec quelqu'un, on défile contre quelque chose. C'est le sens de la manifestation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, s'agissant du fond de la réforme. Oui. Le problème, c'est que cette réforme ne vise absolument pas, je dirais, à réformer en tant que telle les retraites, quoique c'est une réforme des retraites, mais le but, c'est effectivement de faire des économies. Parce qu'il ne vous a pas échappé que la situation financière de la France, encore plus depuis la distribution d'argent public par Macron depuis son arrivée pour éteindre les incendies sociaux que sa propre politique, les 11 milliards pas seulement les hôpitaux, les étudiants, etc. À chaque fois que sa politique allume un incendie, il se sert de la lance à incendie budgétaire pour l'éteindre. Donc évidemment, au bout du bout, tout ça commence à coûter cher, ça fait dérailler la trajectoire budgétaire. Bruxelles gueule parce qu'ils ont transmis une trajectoire qui n'est plus celle qu'elle est aujourd'hui. Et donc, le morceau de choix pour ces économies, c'est la réforme des retraites. Cette réforme des retraites, contrairement à ce que le gouvernement affirme, ne touche pas simplement les régimes spéciaux. L'élément de langage politique du gouvernement consiste à dire ce sont des privilégiés, c'est pour l'égalité, l'universalité. Ça, c'est de la poudre de perlimpinpin. La réalité, c'est que tout le monde est touché quand on regarde le mode de calcul des retraites qui va se faire sur toute la carrière et non plus sur les 25 meilleures années pour le privé et les 6 derniers mois hors prime pour le public. Ça entraîne une baisse mécanique des pensions. Voilà. Donc, mais Jean Messia, finalement... tout le monde est touché par sa retraite, tout le monde est touché. Et j'ajoute, pas simplement d'ailleurs par la retraite. Prenez par exemple le cas des 5,5 millions de fonctionnaires français. Alors on vous dit, leur pension va être calculée sur l'ensemble de leur carrière, mais la contrepartie, c'est qu'on va intégrer les primes dans le calcul de leur salaire. Sauf que le taux de cotisation pour la retraite, s'il ne s'applique plus seulement au salaire de base, mais à l'ensemble du salaire, ça va impacter négativement le salaire des fonctionnaires immédiatement, pas seulement la retraite. Donc tout le monde est perdant, que vous soyez fonctionnaire, que vous soyez cadre, que vous soyez régimes spéciaux, vous êtes le perdant de la retraite. C'est ça qui entraîne la coalition de toutes ces colères dans la rue. Jean Messia, vous réagissez, et j'ai lu le soutien de Marine Le Pen aux manifestations, mais aussi... Chacun réagit sur un projet qui est finalement flou, qui n'est pas connu. Oui, donc, est-ce que c'est pas un peu prématuré aussi que de se mettre en grève le 5 et puis de prolonger et de bloquer une partie du pays ? Je regrette que vous repreniez sans doute à votre corps défendant les éléments de langage du macronisme. D'abord, le contenu du projet de réforme, il est connu. Je vous rappelle quand même qu'il y a un rapport assez volumineux qui a été produit par Jean-Paul Delevoye après plusieurs mois de concertation. Donc, on voit les grandes lignes de la réforme. Depuis, il y a eu un certain nombre d'éléments de langage qui ont filtré. Donc, les macronistes, ça fait partie de leur louvoiement. C'est-à-dire que quand on critique la réforme, on vous dit rien n'est sorti, pourquoi vous en parlez ? Par contre, quand on dit du bien de la réforme, là, ils abondent, ils disent oui, allez-y, c'est bien. Oui. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège. Étant ce qu'elle est, il est bien évident qu'il faut accroître la durée de travail. Non, on peut discuter des modalités pour le faire, mais je ne crois pas qu'on puisse... Oui, mais cher monsieur, vous ne pouvez pas pousser vers le travail des gens qui n'en ont pas. En l'occurrence, aujourd'hui, vous avez non seulement un taux de chômage de masse global de l'économie française, mais vous avez le taux d'emploi des seniors en France qui est le plus faible d'Europe. Donc vous ne pouvez pas d'un côté mettre le pistolet sur la tempe aux gens en leur demander de travailler plus, alors même qu'à partir de 55 ans, le monde néolibéral dans lequel nous vivons les considère comme des débris et les pousse vers la sortie alors qu'ils n'ont pas fini leur carrière. Mis à part, je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Je crois qu'il faudrait que les gens puissent travailler le temps qu'ils veulent, et je crois que la bonne solution, c'est que beaucoup de gens travaillent au-delà de ce qu'on appelle habituellement l'âge de la retraite. Et j'ai bien compris que la plupart des gens se faisaient virer avant l'âge de la retraite. Mais il y en a qui ne se font pas virer et qui souhaiteraient travailler plus longtemps. Ça ils ont la possibilité. Très difficile. Non, très difficile. Dans la fonction publique, c'est impossible. Parce qu'ils ont dépassé l'âge. Oui, mais parce que c'est 67 ans. Alors peut-être que c'est... Et l'expérience d'un chercheur s'arrête à 67 ans. La plupart des très bons chercheurs français sont en train de partir en Chine. Je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Je ne dis pas qu'il faut absolument maintenir le statu quo. Je dis que sans casser la logique d'ensemble, la colonne vertébrale, je dirais, de notre système, on peut effectivement en amender certains aspects. Celui-là en fait partie. Mais je ne suis pas contre les régimes spéciaux. Le fait de lever l'âge de la retraite pour les chercheurs, ça ne casse pas la logique d'ensemble. Je pense que les régimes
problème, c'est que l'actualité, enfin, le monde continue à tourner. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de... Et la presse, c'est tous les jours, il faut quelque chose. Donc, voilà, donc en fait, c'est le rythme, c'est le calendrier médiatique, on va dire le tempo médiatique, qui fait qu'une actualité chasse l'autre. Et c'est plus une logique, j'allais dire, quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à la grandeur ou à la solennité d'un événement qu'à sa nouveauté. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où c'est nouveau, une actualité chasse l'autre. Non, mais sur le fond, je profite d'une incidente parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me scandalise dans cette affaire. C'est on envoie quand même nos soldats au Mali pour risquer leur vie et la perdre, malheureusement, ce qui est le cas de ces 13 personnes. Mais on voit à Paris de manière particulière et en France de manière générale, eh bien, des légions de jeunes Maliens qui sont arrivés en France par l'asile ou par des visas étudiants ou par le tourisme, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi ces jeunes qui sont dans la force de l'âge ne restent pas dans leur pays pour défendre sa souveraineté, pour défendre son intégrité face aux menaces djihadistes. Pourquoi est-ce que c'est nos enfants à nous, les enfants de la France, qui doivent aller défendre un pays dont la jeunesse ne rêve que d'une chose, c'est de le fuir pour laisser d'autres le défendre à leur place? Moi, ça me dépasse. Voilà, c'était mon coup de gueule. De toute façon, le déficit, il va avoir lieu parce qu'au départ, le gouvernement disait qu'il n'y aura aucun perdant. Ouais. Après, on a découvert que les infirmiers, par exemple, ou les enseignants allaient perdre beaucoup. Donc, du coup, le gouvernement a été obligé de reconnaître qu'il y a des perdants et il a promis de compenser. Alors, soit il compense effectivement par des hausses de salaire, et comme ces gens-là sont fonctionnaires, c'est forcément des dépenses publiques en plus, soit par une prise en compte par l'État d'un certain nombre de cotisations, ce qui revient au même. Donc, si vous voulez, cette réforme va au final quand même coûter très cher, parce que les régimes spéciaux, encore une fois, ça faisait partie d'un package. Le type qui part à la retraite avec 1 800 € en fin de carrière de salaire, comment peut-on penser que c'est un privilégié? Et comment les gens... La question, c'est plus l'âge de départ à la retraite. Mais justement... autrement dit, la durée de cotisation. Oui, mais parce que ça faisait partie d'un avantage qu'on accordait à ces catégories qui acceptaient de commencer avec des salaires très faibles, qui avaient un déroulé de carrière qui faisait qu'ils arrivaient avec des salaires plus faible que les autres en fin de carrière. Et donc, c'est un package, c'est ce qu'on appelle dans une entreprise un package. Ça veut dire, c'est un des avantages. Alors, moi, je veux bien qu'on les remette à plat, mais dans ce cas-là, il faut compenser. Et si on compense, je ne vois pas l'intérêt de la réforme. Donc vous êtes un partisan du statu quo, Jean Messia. Je suis un partisan, oui, pourquoi? Je vais vous expliquer très clairement. Parce qu'en fait, le problème du financement des retraites, eh bien, il ne se situe pas dans la comptabilité. Les jugulaires du financement de la retraite, c'est dans l'économie et dans la natalité. Nous avons un modèle social qui est extrêmement onéreux, mais auquel les Français sont attachés. Donc si vous ne créez pas les conditions pour que l'économie française crée suffisamment de richesses pour pouvoir financer ce modèle social, eh ben, vous n'avez qu'une seule possibilité, c'est d'effondrer le modèle social. C'est ce qui est en train de se passer par manque d'ambition économique. Le problème, c'est que l'actualité, enfin, le monde continue à tourner. Oui. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose de... Et la presse, c'est tous les jours, il faut quelque chose. Donc, voilà, donc en fait, c'est le rythme, c'est le calendrier médiatique, on va dire le tempo médiatique, qui fait qu'une actualité chasse l'autre. Et c'est plus une logique, j'allais dire, quantitative que qualitative. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'intéresser à la grandeur ou à la solennité d'un événement qu'à sa nouveauté. Et donc à ce moment-là, à partir du moment où c'est nouveau, une actualité chasse l'autre. Non, mais sur le fond, je profite d'une incidente parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me scandalise dans cette affaire. C'est on envoie quand même nos soldats au Mali pour risquer leur vie et la perdre, malheureusement, ce qui est le cas de ces 13 personnes. Mais on voit à Paris de manière particulière et en France de manière générale, eh bien, des légions de jeunes Maliens qui sont arrivés en France par l'asile ou par des visas étudiants ou par le tourisme, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi ces jeunes qui sont dans la force de l'âge ne restent pas dans leur pays pour défendre sa souveraineté, pour défendre son intégrité face aux menaces djihadistes. Pourquoi est-ce que c'est nos enfants à nous, les enfants de la France, qui doivent aller défendre un pays dont la jeunesse ne rêve que d'une chose, c'est de le fuir pour laisser d'autres le défendre à leur place? Moi, ça me dépasse. Voilà, c'était mon coup de gueule. Vous seriez prêt à mettre le marché en main, autrement dit, aux Maliens qui sont ici en France de manière peut-être illégale, c'est de leur dire vous rentrez et vous vous engagez? Il faudrait une légion de Maliens. Oui. Une légion de Maliens. Enfin, il faudrait, je sais pas, un commando Kiffer malien, une résistance malienne. Voilà, je veux dire, pourquoi est-ce que ces gens arrivent chez nous? Ils ont tout à prendre et rien à apporter. Donc, ils nous coûtent non seulement de l'argent ici parce qu'ils tirent évidemment abusivement sur notre État-providence, que ce soit sur les aides sociales, que ce soit sur la santé, sur l'éducation, sur le logement, etc. Donc, on les finance ici et en même temps, on finance un effort de guerre chez eux dont ils ne sont pas partie prenante ni financièrement ni humainement.
Donc évidemment, cette situation... Alors, quand je dis ça à des amis de gauche, ils me disent, oui, mais tu comprends, le Mali, c'est en Afrique, ce sont voilà, des Africains. Je dis, mais attends, mais c'est quoi ce racisme-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parce que c'est en Afrique et que c'est des Africains, ils n'ont pas le droit d'avoir une conscience nationale, ils n'ont pas le droit d'avoir une combativité au service de leur souveraineté, de leur identité, de cette logique quand même de notre système, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'un flic, il n'a pas été à Paris 18e ou en Seine-Saint-Denis avant d'y être bombardé. Un enseignant qui est bombardé à Bobigny en sortie de l'UFM, c'est exactement la même chose. Oui, ou un professeur qui va dans les écoles, dans les banlieues. Et les énarques, n'en parlons pas. À 23 ans, vous pouvez être directeur de cabinet d'un préfet et vous ne connaissez rien de la vie. C'est notre système qui est comme ça. Parce que notre système est basé aussi sur une phrase qui est que le bon vin n'attend pas, etc. Voilà. Donc les gens, quand ils sont bons, ils apprennent sur le terrain. Il y a des stages, il y a des formations. Et il faut dire que ça marche plutôt bien. Moi qui suis dans la haute fonction publique maintenant depuis une vingtaine d'années, j'ai exercé des postes à l'étranger, j'ai vu ce qu'étaient les hauts fonctionnaires d'autres pays. Je trouve que les nôtres sont quand même très bien formés. Alors, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est la politisation des juges. Mais ça, c'est une question. J'allais y venir. Parce que leur formation, après tout, bon, ça marche, etc. Mais par contre, je pense qu'un juge doit être neutre. Le syndicat de la magistrature, c'est un pur scandale. C'est-à-dire qu'il faut effectivement que les juges soient neutres. On impose la neutralité au préfet, par exemple. On l'impose à tout un tas de métiers. La justice... Parce que le préfet est représentant de la République, alors que le juge n'est pas représentant de la République. Oui, mais le juge doit rendre la justice, c'est-à-dire une justice neutre. Or, vous ne pouvez pas rendre une justice neutre si vous êtes à gauche. D'ailleurs, on le voit bien comment la justice est rendue par un certain nombre de juges. Et la justice serait plus neutre si elle le était juge dépolitisée. était à droite? Si elle était dépolitisée. Oui. Si elle était dépolitisée. En tout cas, que les gens... C'est toujours pareil. Un journaliste, il peut avoir ses convictions. Mais s'il adhère à un parti ou s'il adhère à un syndicat qui est à gauche, il affiche ses convictions. C'est pas la même chose. Comment pouvez-vous dépolitiser quelqu'un ou quelque chose? Les gens sont forcément politisés, donc c'est très difficile. Et forcément intéressés par la politique. Mais dans ce cas-là, les préfets aussi sont politisés. Là, un préfet vote, un militaire vote, mais pourtant on leur impose quand même la neutralité. Voilà, ils n'ont pas le droit de s'affilier. Comment voulez-vous on leur interdit les syndicats. Déjà, ils n'ont rien à faire parmi les juges. Encore moins quand c'est des syndicats qui s'affichent clairement à gauche, et on le voit bien. Et du coup, si vous voulez, ça crée aussi des espèces d'oligarchies locales, parce que quand la majorité des juges est à gauche, comme c'est de la cooptation, on va coopter, c'est comme pour les écoles de journalisme. Mais Jean Messia, ce raisonnement on peut l'entendre, puisqu'il s'applique aux militaires qui n'ont pas le droit de se syndiquer, mais est-ce qu'à ce moment-là, s'il s'applique aux juges, il ne doit pas s'appliquer à la police, et il ne doit pas s'appliquer à la fonction publique en général, où il n'y aurait aucun syndicat pour avoir un service parfaitement neutre de gens qui ne seraient pas impliqués? C'est pas tellement pareil, parce qu'un juge, si vous voulez, on disait naguère qu'un juge a le droit de vie et de mort sur quelqu'un. Alors, depuis que l'abolition de la peine de mort, c'est plus exactement ça, mais quand même, quand un juge décide de mettre derrière les barreaux... un jury populaire, en l'espèce. Voilà, oui, mais quand un juge, il a le pouvoir... un pouvoir sur l'existence des gens. Il a le pouvoir de mettre quelqu'un derrière les barreaux pendant 20 ans, il a le pouvoir de les libérer. Donc c'est quand même, je dirais, une prérogative qui n'est quand même pas neutre. Un haut fonctionnaire qui travaille dans une administration au service du budget, il n'a pas un tel impact dans ce qu'il fait au jour le jour sur les événements, sur la réalité, et encore moins sur la réalité humaine des personnes. Or, le juge, c'est le cas. Et donc, je pense qu'il faut effectivement le dépolitiser, pas tellement parce qu'on ne va pas interdire, enfin là je vous rejoins, on ne va pas interdire aux gens d'avoir leur opinion politique, mais il y a un phénomène de cooptation, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de communautarisme qui se crée, où la cooptation fait que les juges vont être majoritairement de gauche, parce qu'il y a un syndicat de gauche qui est majoritaire et qui a pignon sur rue à l'École nationale de la magistrature, qui va donc repérer les gens qui sont à gauche, et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des journalistes, par exemple, qui sont 80% à gauche, des juges qui sont à 60% à gauche, et il faut casser ça. Voilà. On eût aimé avoir la loi tout court dans les affaires, encore une fois, des mutuelles de Bretagne de Richard Ferrand. Que n'a-t-on diligenté des juges, des flics en pagaille pour aller effectivement perquisitionner le domicile de Richard Ferrand, perquisitionner la permanence de La République En Marche? Pourquoi tout à coup, là, la loi tout court, finalement, elle connaît des limites et elle s'abstient d'aller s'appliquer là où elle doit l'être. Alors, soit vous appliquez la loi à tout le monde, soit vous l'appliquez à personne. Ce qui est énervant, c'est ce deux poids, deux mesures permanent. Ça n'est pas de mon ressort. Il se trouve que Ferrand n'a pas été condamné parce que la justice estime qu'il n'y a pas d'éléments pour le faire. Alors que l'affaire Ferrand date, je le rappelle, d'avant la présidentielle. L'affaire de Mélenchon, elle date d'il y a quelques mois. Et bizarrement, il y a une diligence absolument extraordinaire. Il y a quand même une enquête ouverte sur le financement de la campagne de Macron.
Oui, mais qui aboutit quand? Elle a Ah oui, été, non, elle a c'est été normal ouverte il y a 2 parce ans. que, il a l'immunité présidentielle. Donc, Non, non, mais d'accord, mais c'est- en l'occurrence, Richard Ferrand ne l'a pas. Son dossier est ouvert également depuis avant 2017. Et bizarrement, il n'y a aucune diligence, aucune Il y a précipitation. aussi les affaires du MoDem qui sont actuellement en train de mettre en cause le président, le vice-président, enfin l'ensemble des cadres importants du MoDem. Non, mais je sais, vous allez également me parler. Oui, mais vous allez également me parler de ceux du Rassemblement national. Sauf que, en tout cas, pour le Rassemblement national, nous ne sommes pas au pouvoir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que cette affaire du Rassemblement national dure depuis 2012. Et comme par hasard, opportunément, on n'en parle jamais en dehors des élections. Et opportunément, dès qu'il y a une élection, on vous sort le dossier en disant Marine Le Pen est convoquée chez le juge. On a eu droit à ce cirque pendant la présidentielle. Bizarrement, alors que tout le monde disait que c'était urgentissime, une fois que la présidentielle était terminée et que Marine a perdu l'élection présidentielle, on n'en a plus entendu parler. Et je crois que le problème de Jean-Luc Mélenchon est le fait qu'il est difficile d'être populiste contre la mondialisation et de ne pas être contre l'immigration. Je crois qu'il est dans une équation qui est défavorable pour sa cause. C'est pire que cela, c'est-à-dire qu'en fait, là, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec votre analyse politique, c'est que effectivement, je suis d'accord avec le score de 2014 et ensuite en 2017, sauf que depuis 2017, le logiciel politique de la France insoumise a changé, c'est-à-dire que Mélenchon a clairement fait le choix d'une ligne indigéniste, islamo-gauchiste, au sein de la France insoumise. Mais qui pose problème à la France insoumise, même en interne. Tous ceux qui incarnaient ce qu'on appelait le courant chevènementiste, c'est-à-dire le courant national républicain, je parlais de Georges Kuzmanovic, de François Koch, etc., tous ceux-là ont été exclus. Lorsqu'en début 2018, les fameux comités Hébert de la France insoumise ont voulu organiser dans le 18e arrondissement un atelier intitulé « L'entrisme islamiste dans le monde syndical », ils ont été exclus, déréférencés du site de la France insoumise. Donc, si vous voulez, la ligne politique de la France insoumise, qui est une ligne rabougrie, c'est principalement ça qui explique la fonte des neiges de l'électorat de Mélenchon entre l'élection présidentielle et l'élection européenne. Et les choix, ils les font en fonction de ce qu'ils écoutent et en fonction de la ligne politique défendue par les partis. Dieu merci, les Français ont quand même un minimum d'intelligence pour savoir à quelle sauce ils vont être mangés. Or, le discours de Mélenchon d'aujourd'hui, quand on voit tous ces lieutenants qui participent à des manifestations contre la soi-disant islamophobie, etc., vous voyez bien que le Mélenchon d'aujourd'hui n'est pas le Mélenchon d'il y a 10 ans. Et les gens qui sont autour de lui, ses principaux conseillers, ont également changé. C'est une ligne racisée, indigéniste, décoloniale. Il peut être bon Rassemblement national. Oui, mais non, mais c'est pas pour une raison très simple, c'est que nous considérons que l'heure est grave, que la France est réellement menacée de disparition si nous continuons avec ce pouvoir. Alors évidemment, c'est le proverbe américain qui vous dit lorsque votre baraque est en feu, si quelqu'un vous tend une lance à incendie, vous lui demandez pas s'il est communiste ou socialiste, vous prenez la lance à incendie. Là, on est dans cette situation-là, c'est-à-dire la baraque France est en train de prendre feu, et évidemment tout ce qui peut contribuer à faire effondrer ce système antinational qui ne rêve que d'une chose, c'est à défranciser la France et à pousser la France sur le précipice, ils sont on est bienvenus pour effectivement le renverser. Majorité à l'Assemblée nationale. Non, mais oui, alors d'abord et d'autre part, si même Macron, qui sortait de nulle part, a su trouver une majorité et a su gouverner, à mon avis, vu la catastrophe que c'est depuis 2 ans, si vous voulez, on risque pas de faire pire. Au moins, Marine Le Pen, elle a une vision nationale que n'a pas Macron. Oui, on n'a pas une vision techniciste. Mais je veux dire, Macron, il n'a pas contre du Conseil constitutionnel, l'Europe, l'Assemblée nationale, les syndicats, il les a un peu quand même. Enfin, les journalistes, tous ces gens-là sont globalement contre Marine Le Pen et ne sont pas tout à fait contre Macron. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas eux qui décident de manière générale.